Bonjour à tous, ici présents ou à distance. Alors, je vous souhaite bienvenue au Hub des Territoires. Je suis Jeanne Carrez-Bock, responsable innovation et données territoriales à la Banque des Territoires. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le Hub des Territoires. Comme vous l'avez compris avec cette vidéo, la vocation de ce Hub, c'est de réunir, d'animer l'ensemble de l'écosystème public et privé de la Banque des Territoires et de réfléchir ensemble aux solutions pour répondre aux défis de demain et d'aujourd'hui. C'est ce que nous faisons ici depuis 2 ans, en rassemblant collectivités, organismes de logement social, établissements publics locaux, entreprises, start-up, etc., sur l'ensemble des champs d'intervention de la Banque des Territoires. Ce sont près de 10 000 participants et de 800 intervenants qui ont pu débattre ici depuis ces 2 années. Pour ne rien manquer de l'actualité du Hub, je vous invite à vous inscrire à la newsletter et vous pouvez retrouver le replay de tous les événements sur les pages du Hub des Territoires. Et puis, je poursuis avec juste une petite minute de publicité. Le Hub des Territoires fête ses 2 ans le 29 juin prochain à 18 h, avec au programme une conférence débat sur les impacts de la transformation écologique et énergétique sur la cohésion sociale dans les territoires. Et il y aura notamment, avec la présence notamment de François Gémen, qui est membre du GIEC. Bon, n'hésitez pas à vous inscrire sur la page agenda du Hub. Le sujet qui nous réunit est particulièrement stratégique pour la Banque des Territoires, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de transformation écologique et on s'intéresse aux données au service de cette transformation. Nous avons en effet, avec notre partenaire Open Data France, lancé un appel à manifestation d'intérêt et accompagné dans le cadre du programme Action Cœur de Ville 6 territoires dans l'expérimentation de cas d'usage utilisant la donnée au service de la transformation écologique. Nous lançons aujourd'hui une publication, c'est une boîte à outils décrivant de façon concrète les retours de ces 6 expériences et vous trouverez ce livrable, le lien sur ce livrable sur le lien dans le chat. Au programme ce matin, donc Louise Vialard, vice-présidente d'Open Data France, donc association qui soutient les collectivités engagées dans une démarche d'ouverture des données publiques, introduira cette matinée. Puis avec Jean-Marie Bourgogne, ici présent, nous vous présenterons les grands enseignements du livrable que nous publions. Ensuite, 3 des collectivités accompagnées témoigneront. Et puis enfin, nous aurons le plaisir d'entendre 3 startups qui œuvrent sur ces sujets. Donc c'est un gros programme ce matin. Tout de suite, je laisse la parole à Frédéric Gibert, qui est le responsable du programme Action Cœur de Ville à la Banque des Territoires et qui va nous dire un mot de ce programme dans lequel s'inscrit en fait toute cette expérimentation. Merci Jeanne, bonjour à tous. Moi, je suis très heureux de participer à l'ouverture de cet atelier ce matin parce que l'innovation est au cœur du programme Action Cœur de Ville depuis son démarrage. Depuis 2018, nous avons accompagné plus de 200 collectivités dans leur démarche d'innovation, que ce soit des démarches de transformation numérique, de digitalisation des commerces de centre-ville ou de gestion des relations aux usagers. Depuis plusieurs années maintenant, nous avons mis successivement la question de la donnée au cœur de nos priorités en lançant 2 AMI successifs, dont celui qui va être traité aujourd'hui. Et cette thématique de la donnée reste une de nos priorités pour cette nouvelle phase du programme Cœur de Ville, donc Cœur de Ville 2, période 2023-2026. Et nous en aurons besoin pour parfaire nos connaissances, enrichir nos actions, mesurer les impacts territoriaux de ces actions, alors que le programme accélère sur les sujets de transformation environnementale, ouvre de nouveaux champs sur la question des entrées de ville et de la sobriété foncière. Donc la Banque des Territoires va accompagner, en tout cas souhaite accompagner les 240 collectivités du programme Action Cœur de Ville qui s'ouvrent maintenant, notamment en ouvrant des démarches de sites pilotes avec à peu près la moitié d'entre elles sur 4 sujets essentiels: les entrées de ville, la sobriété foncière, la renaturation et le développement des quartiers de gare. Et nous aurons vraiment besoin des questions de traiter les données, d'avoir accès aux données libres pour pouvoir mesurer les impacts de ces programmes. Et puis, je voudrais juste faire un petit clin d'œil à Blandine, parce qu'on n'oublie pas que le programme Cœur de Ville a été précurseur en matière de données en lançant le premier DataVis de la Banque des Territoires dès 2018. Voilà. Donc, merci à toute l'équipe Smart City pour le travail qui est mené et qui nous accompagne sur ces sujets dont nous ne sommes pas spécialistes. Et je vous souhaite une bonne matinée de travail et des belles restitutions de cette AMI.
Merci Frédéric. Et donc, on accueille maintenant donc à distance Louise Vialard, conseillère municipale et métropolitaine de Nantes, métropole, chargée du numérique responsable et vice-présidente d'Open Data France. À vous la parole, Louise. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, super. Merci beaucoup pour l'accueil à distance. Je suis ravie de pouvoir participer à cette restitution. Du coup, effectivement, c'est vraiment un sujet qui est assez fascinant, les données au service de la transition environnementale, puisqu'on le voit beaucoup et on l'entend beaucoup en ce moment. On a un très fort raccourci sur le numérique, ce serait peut-être plus écologique ou en tout cas, ça a des impacts positifs. D'impacts environnementaux positifs, mais c'est assez, en fait, le sujet est beaucoup plus complexe que ça. Et en tant qu'élu au numérique responsable, je vois que c'est aussi et beaucoup source d'impacts environnementaux négatifs, mais aussi d'impacts sociaux et négatifs, et aussi ça entraîne des problématiques de souveraineté. Donc aujourd'hui, je pense aux solutions numériques qui sont censées nous apporter des super solutions écologiques. Donc j'ai un petit exemple à Nantes, on a une start-up qui est très très bien, qui s'appelle Winat, qui installe en fait des capteurs qui aident les agriculteurs en installant des capteurs pour les aider à mieux gérer en gros leur agriculture. Et du coup, il parlait avec le service Parc et Jardin de la ville de Nantes. Il disait ce serait quand même bien de pouvoir installer des capteurs pour vous aider à mieux gérer vos jardins. Et là, effectivement, le service Parc et Jardin a dit en fait non, on veut pas, parce que les jardiniers, ils ont pas envie d'être équipés de smartphones, par exemple. C'est pas leur compétence, et eux, ils ont une compétence humaine qui est très forte. En fait, c'est acquis depuis des années. Ils savent comment gérer leur parc, le parc et les jardins de la ville de Nantes sans avoir recours au numérique. Donc voilà, c'est juste un petit exemple pour dire que c'est pas forcément évident de parler numérique et écologie, et surtout d'adopter des solutions numériques qui peuvent paraître intéressantes pour l'écologie. Mais par contre, je pense que les données environnementales, elles sont vraiment essentielles pour les territoires, pour avoir pour comprendre la situation du patrimoine, notre patrimoine naturel et urbain, et comment est-ce que l'homme aussi agit dessus. Et c'est très important aussi pour piloter nos politiques publiques. Je pense par exemple sur un exemple qui n'est pas forcément dans l'environnement, mais qui était plus sur la santé. J'ai écouté ce matin un podcast de Henri Verdier sur le sujet de l'open data, évidemment. Et il nous parlait de cet exemple de Guillaume Rosier avec Covid Tracker, et il disait que en fait ça avait été possible parce que l'État avait ouvert des données, en gros parce qu'on avait de l'open data, et du coup la prise en main citoyenne de cette open data au service de la santé a quand même été plutôt d'intérêt public, quoi. Donc du coup c'est un bon exemple, je trouve, au niveau sanitaire, et je pense que ce serait pas mal d'avoir l'équivalent au niveau environnemental. Mais par contre, du coup, pour ça, avoir des données environnementales en open data, je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quelle donnée et pas n'importe comment. Moi, j'aime bien utiliser les 3 U qu'on utilise dans le numérique responsable. Donc, c'est des données qui doivent être utiles, utilisables et utilisées. Donc, utile, ça doit s'intégrer à un système d'information publique donc plus large, et ça doit surtout nous aider à piloter et être transversal sur toutes nos grandes politiques publiques. Donc, pas être en silo sur l'environnement, mais bien aider les politiques sociales, les politiques de santé, par exemple, politique de transport, etc. Et pour ça, il faut que, en fait, il y a un gros enjeu d'interopérabilité des données. Et évidemment, pour parler d'interopérabilité, ça rejoint la notion de utilisable et la question de la qualité de la donnée. Donc, avec des enjeux de comment est-ce qu'on donne accès à cette donnée, comment est-ce qu'on la construit. Donc là, on a au sein d'Open Data France Delphine Jamet, qui est adjointe à la ville de Nantes, non, pas du tout, ville de Bordeaux, et qui travaille sur les questions de justement la qualité de la donnée, et qui fait un travail intéressant là-dessus. Je pense qu'il y a aussi donc du coup un gros challenge sur le fait que ces données soient utilisées. Donc je pense par exemple à l'utilisation en interne, et là ça pose des questions de compétences et de formation des agents en interne, mais aussi
vis-à-vis des citoyens, donc un peu plus en externe, vis-à-vis du public, comment est-ce que on fait en sorte que cette donnée elle soit utilisée et que elle réside pas sur un portail sans jamais être animée. Nous, à Nantes, on a un super portail, on a beaucoup de données, mais elles sont pas forcément utilisées. Donc du coup, on pourrait se poser la question de la pertinence de ces données-là. Et là-dessus, on a un autre VP à Open Data France, qui est Christophe Hugon, qui travaille sur justement la connexion entre l'open data et les citoyens, et comment mettre les citoyens à contribution aussi de la création de données et du coup d'open data. Donc ce qui implique toute la question de la culture en fait de l'open data pour les citoyens, qui est quand même très très importante. Et je vois déjà à quel point c'est un challenge pour nous, les grosses métropoles, de pouvoir déjà un peu réfléchir à ces 3 U. Hein. Le travail est en cours. Du coup, je vois que, enfin, je conçois à quel point ça peut être vraiment compliqué pour des métropoles, enfin des villes, pardon, qui n'ont pas forcément les moyens humains ou une grosse équipe qui travaille dessus. Donc du coup, je suis assez ravie de voir qu'avec Open Data France, nous, on se tient à disposition de toutes les villes pour les épauler sur ces enjeux-là. Et grâce notamment au soutien de la Banque des Territoires, je remercie, nous avons des programmes d'accompagnement assez spécifiques sur ce sujet. Et là, je laisserai Jean-Marie vous détailler tout ça avec grande précision. Mais en tout cas, pour finir, je voulais vraiment souligner à quel point l'open data au niveau, surtout sur les données environnementales, c'est un enjeu capital. Car si on n'ouvre pas nos données et si ensemble on ne demande pas à l'État d'ouvrir des données, et en fait, on laisse l'opportunité de la transition énergétique et la gestion de nos territoires à des entreprises privées. Et du coup, là, ça pose une question de souveraineté, puisque en fait, on a cette richesse-là. Nous, on a la richesse de ces données à disposition. Et c'est des données d'intérêt public. Donc, du coup, c'est important qu'on puisse travailler à ça et pas se laisser amadouer par des solutions uniquement privées qui pourraient nous aider à faire une transition écologique. Et du coup, là, on perd la main et on n'est plus trop sûr de garantir l'intérêt public. Voilà, j'ai été rapide. J'espère que c'était dans les temps. C'est parfait, merci beaucoup Louise. On a retrouvé en fait dans l'accompagnement qu'on a fait des territoires un certain nombre de points que vous avez soulevés et qu'on va mentionner d'ailleurs avec Jean-Marie, sur lesquels on va pouvoir rebondir. On va, Jean-Marie et moi, en 5-7 minutes, vous présenter, donc avant la table ronde, les grands enseignements qu'on a tirés de cet accompagnement, de ces 6 projets, et en fait le contenu, mais vraiment très rapide, du livrable auquel vous pouvez avoir accès. Alors, si je prends les slides. Juste pour vous dire, c'est la 2e édition de ce partenariat. On avait en 2020 lancé un AMI. Alors c'est un AMI un peu spécifique, c'est un appel à manifestation d'intérêt auprès des villes du programme Action Cœur de Ville, mais quelque part toutes les villes qui postulent et qui ont un projet sont accompagnées. C'est vraiment pour identifier où sont les projets dans les territoires et pouvoir les accompagner. Et cet appel à projet avait porté sur la mobilité et l'attractivité, et on en avait également publié un livrable qui est toujours en ligne de ces 6 expérimentations. Ce document aujourd'hui qu'on vous publie, donc vous parliez tout à l'heure Louise de tout ce qui est en open data, on vous a mis dans ce document toutes les données en open data qui ont été utilisées par les villes lors de leur projet. Donc vous aurez le détail. Je ne vais pas vous en dire trop sur ces 6 projets, parce qu'en fait, il y en a 3, Vitré, Saint-Omer et Niort, qui viennent à la table ronde ensuite et qui vont vous raconter beaucoup mieux que moi leurs projets. Ce que j'ai vu, moi, un grand enseignement, et vous en avez parlé, Louise, c'est que finalement, on a donc 3 gros sujets sont ressortis de cet appel à projet, et c'est vraiment les collectivités qui ont c'était vraiment leur projet, donc lutter contre les îlots de chaleur urbains, la gestion du patrimoine arboré et les sciences participatives. Et alors, le sujet du citoyen a vraiment été présent dans les 6 projets. Ça a été donc de façon soit comment je fais, vous le disiez Louise, participer le citoyen à la production des données. Et là, on a vraiment tout le volet sciences participatives et la ville de Niort y reviendra. Mais également, comment je communique auprès du citoyen, comment je profite de tout ce sujet pour vraiment communiquer et sensibiliser. Donc ça a été
c'était un point très important. Donc, ce qu'on a vu comme projet sur les îlots de chaleur urbains, Bayonne, par exemple, souhaite développer une trame fraîcheur à l'aide de données du territoire qui sont dans le SIG, mais également de données open data. Et également, ils récoltent des données auprès des citoyens sur leur ressenti thermique et leur confort d'été. Donc ça, c'était une démarche assez originale, la donnée pour mieux comprendre les phénomènes thermiques et permettre d'éclairer les décisions pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Un autre point que vous avez dit, Louise, et qu'on a vu aussi, c'est que certaines collectivités nous ont dit « Non mais nous, on a beaucoup de données, l'idée, c'est vraiment de choisir lesquelles vont nous aider dans notre projet, lesquelles utiliser. » Alès, eux, avaient le projet donc, de construire une charte de l'arbre à la fois pour améliorer la gestion du patrimoine, mais également de sensibiliser la population à l'importance des arbres en ville. Donc toujours ces deux volets. Et quant à Fécamp, eux, ils ont mis en place un atlas de la biodiversité communale avec à la fois des inventaires scientifiques, à la fois l'utilisation des données en open data, mais également des inventaires participatifs pour répertorier, cartographier la faune et la flore du territoire. L'objectif, c'est à la fois de construire un plan d'action pour préserver la diversité, mais aussi la biodiversité du territoire, mais aussi de sensibiliser les citoyens en continu, via à la fois ces inventaires que les citoyens font remonter, mais via à la fois pousser des infos comme des événements autour du projet, des concours photos, etc. Du coup, donc je ne vais pas vous présenter Vitré Saint-Omer-Aignan, mais Jean-Marie, je te laisse la parole pour nous dire quels enseignements on a tirés de ces projets. Très bien, merci beaucoup. Donc pour me présenter, Jean-Marie Bourgogne, je suis délégué général de l'association Open Data France. Association qui a été créée il y a 10 ans par les collectivités pour s'entraider à progresser dans l'ouverture des données. Et aujourd'hui, nos missions, c'est d'aider les collectivités qui ne font pas de data à comprendre les enjeux et à s'engager. C'est ensuite aider les collectivités qui font de partage de la donnée à améliorer leurs pratiques. Et on travaille depuis 2 ans sur, au fond, l'impact de ces données-là. Ça sert à quoi, en fait? Des données de qualité. Et on a travaillé depuis 18 mois, en particulier sur les sujets de transition environnementale, les données au service de la transition. C'est la première fois qu'on travaillait sur une thématique métier, mais on pense que celle-là, elle mérite vraiment beaucoup d'engagement. Et alors naturellement, on le fait avec la Banque des Territoires. Alors sur Action Cœur de Ville, tu l'as cité, on avait fait une première saison qui s'était intéressée au commerce de centre-ville, aux questions de proximité, mobilité, parking de centre-ville. On a engagé il y a 18 mois avec vous ce travail d'expérimentation sur les données environnementales, la transition, risques sanitaires et environnementaux. Alors les enseignements que l'on a tirés de cette expérimentation, en fait, sont assez proches de ceux qu'on avait tirés dans la saison précédente. Il n'y a pas d'écart massif entre ces 2 saisons, mais il y a des choses un peu particulières dans le cas de la transition écologique. Alors il y en a 5, ça ne va pas être très long, je vais essayer de donner l'essentiel des messages. Le premier point, c'est qu'il y a des services métiers chargés de l'environnement, il y a des services métiers chargés de la donnée, des SIG, et déjà travailler ces couples-là, ça n'avait pas été facile dans le champ de Action Cœur de Ville, commerce, pour faire simple. C'est encore plus compliqué quand on est dans le champ de la transition environnementale. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas que des enjeux de biodiversité. On a aussi des enjeux de transport, on a aussi des enjeux autour de la rénovation énergétique, donc des bâtiments, donc du PLU. Il y a plein de services différents qui sont concernés quand on parle de la transition écologique. Et arriver à créer des binômes, c'est pas facile. À en faire des équipes entières, c'est encore plus compliqué. Et ça, c'est un point qui est très important. Vous l'avez tous vécu. La discussion entre les différentes compétences n'est pas toujours aisée. Il faut arriver à trouver une façon de les dépasser. Alors, il y a de l'organisation, de la gouvernance. Il y a créer des équipes. Je pense que quand on a des messages très forts politiques qui viennent de la direction générale, qui viennent de l'exécutif, qui viennent des élus, ça permet de mettre un peu tout le monde dans le même axe et de travailler mieux. Donc, premier point, c'est créer des équipes multicompétences. C'est pas facile. D'autant plus que dans le champ de la transition environnementale, vous le savez, la compétence elle est répartie entre le niveau communal, le niveau intercommunal, les services déconcentrés de l'État, parfois le département ou la région, des organismes office différents, l'ADEME, le CEREMA, etc. Donc ça demande des équipes très complexes. Alors,
Pour rester sur ce sujet de la compétence autour de la data, je passe au point 3, qui est les compétences. Aujourd'hui, la difficulté que l'on rencontre à ce moment-là, c'est qu'on a des expertises métiers ici, techniques dans la donnée ici, et cette expertise-là n'est pas facile à circuler, au fond. Et on s'est aperçu notamment que les services métiers, que ce soit de l'environnement, que ce soit de l'urbanisme, que ce soit du transport, que ce soit de la voirie, parfois ne sont pas complètement autonomes sur le sujet de la donnée. Ils s'appuient sur la compétence data qui vient de la DSI ou du SIG, et que ça, c'est un vrai frein. Voilà. Et qu'il faut arriver à dépasser ça pour faire en sorte que les services métiers puissent manipuler les données, les exploiter à la destination de leurs élus, de leurs citoyens, de collègues. Ils ont bien sûr des compétences très particulières attachées à leur métier, c'est pas le sujet, mais la data, c'est un sujet qui est un peu plus large, et on est en train de mettre en place en ce moment d'ailleurs avec la Banque des Territoires un programme d'acculturation justement à destination des services métiers pour qu'ils comprennent ce que c'est la data, comment l'utiliser et la réexporter auprès de leur public. Le troisième point qui s'appelle numéro 2 sur cette slide-là, c'est systématiser le partage des données. En fait, on s'aperçoit que beaucoup de gens produisent de la donnée, mais généralement pour leur propre usage, et qu'ils n'ont pas l'habitude de le partager avec leurs collègues. Alors les collègues au bout du bureau, ou alors une autre administration à côté. Et ça, c'est un vrai frein, parce qu'au fond, vous avez tous constaté dans l'exploitation que les données, elles sont difficiles à trouver, et qu'elles sont rarement pensées pour être réutilisées. Ce que disait Louise à l'instant, il faut faire en sorte que quand même elles soient réutilisées à l'arrivée. Donc ça demande aussi une culture assez importante auprès des acteurs, c'est de comprendre que toutes les données qu'ils vont produire dorénavant pourront être utilisées par des tiers plus tard, et que plutôt que faire des silos, plutôt que faire des systèmes, des contrôles d'accès, etc., il faut considérer la donnée comme un commun et donc favoriser son partage systématique. Donc ça c'est l'open data complètement. Ce qu'on a constaté aussi, et là c'est vraiment particulier au champ de la transition environnementale, c'est que l'État, les services déconcentrés de l'État, l'ADREAL, la DTT, le CRMA, l'IGN, le ministère de la Transition écologique, j'en passe, ont des quantités énormes de données, et que les acteurs ne savaient pas du tout comment s'en emparer. Voilà, on est sur le territoire, on sait qu'il y a alors c'est pas des centaines de données, c'est des dizaines de milliers de données, hein, qui concernent l'environnement et qui sont accessibles par les collectivités. On a tous fait le constat que c'était très difficile d'arriver à s'en emparer. Alors, il y a des programmes aujourd'hui très importants qui sont portés par le ministère, par le Premier ministre en fait, hein, par le secrétariat général à la planification écologique, le SGPE, autour d'un programme qui s'appelle France Nation Verte, qui a vraiment fait ce constat-là, hein, comment faire pour que ces données portées par les services de l'État puissent être mieux utilisées par les collectivités locales. Alors nous, on a travaillé Open Data France à notre échelle avec le ministère de la Transition écologique pour que justement un portail qui va être ouvert dans les prochains jours, qui s'appelle Ecosphère, qui est en fait le portail en fait des données environnementales. Donc celui-là, Ecosphère, a 16 000 jeux de données, hein, par exemple, puisse être mieux adapté aux besoins des collectivités. Alors, vous avez tous vu le problème, hein, c'est que vous avez des données, elles sont à l'échelle départementale. Pour faire de la planification écologique à l'échelle communale, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment une granularité communale. Des jeux de données qui ont 10 ans sur des questions de chaleur urbaine, c'est pas bon non plus. Il faut quand même des ordres de grandeur, des granularités temporelles, plutôt de l'année, ou presque, quelqu'un me disait, je crois que c'était Niort qui disait, presque saisonnier, quoi. Voilà, c'est ça le sujet. Donc, on voit que là-dessus, il y a des gros programmes portés par le ministère. Je sais que la NCT est en train de mettre en place un programme qui s'appellera Mon Espace Collectivité, où il y aura beaucoup de données environnementales. Donc, les services de l'État se préparent à donner des données plus accessibles par les collectivités, mais c'est un vrai sujet. Je pense que ça prendra un peu de temps pour le faire. Et puis, dernier point que je voulais signaler, c'est que, bon, vous l'avez tous fait, c'est des projets, on a vraiment envie de faire bouger les choses, d'expérimenter, etc. On l'a vu dans la saison 1, on le voit dans cette saison sur l'environnement. Alors la question maintenant, c'est comment, à partir d'un projet expérimental, on passe à l'échelle. En fait, comment ce projet-là, il vit d'abord dans le territoire, et comment il peut être réutilisé par d'autres collectivités si c'est une bonne idée. Alors, c'est le travail qu'on va faire, hein, c'est de valoriser vos projets, ce que vous avez réussi. On va regarder comment on peut faire en sorte que ce soit des projets réutilisés par d'autres collectivités et dans quelles conditions, que ce soit les standards, que ce soit les méthodes, que ce soit les bonnes pratiques,
pratique. Mais c'est important de rentrer, de pérenniser. Et donc, les appels à projets, c'est bien, mais en fait, au bout d'un moment, le projet s'arrête, il faut s'assurer qu'il continue. Alors, pour continuer, on dit souvent il faut le faire à plusieurs, c'est-à-dire en s'engageant avec d'autres partenaires, on va plus loin, parce que celui qui s'arrête, à un moment donné, en fait, il est backupé par quelqu'un qui, lui, continue. Hein. C'est le proverbe africain. Si tu veux aller vite, vas-y seul, mais si tu veux aller loin, vas-y à plusieurs. Tu sais, donc c'est un classique de l'innovation, mais en fait, ça, c'est un point qui est important. Donc, moi, je vous engage à réfléchir quand vous menez des projets comme ça, à se dire, bon, qu'est-ce qui se passera le lendemain de restitution? Comment ce projet dure? C'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de projets qui sont quand même un peu plantés là-dessus. On a beaucoup de cas d'exemple où, en fait, il n'y a pas eu de suite. Bon, arriver à trouver de la pérennité, c'est vraiment important. Et je pense qu'il y a des dispositifs qui permettent de le financer aussi. Donc, il faut aussi s'appuyer sur ces sujets-là. Merci Jean-Marie. Sachez que pour faire face en fait à tous ces freins dont parle Jean-Marie, et c'est vrai que ce sont des projets complexes, hein, ces projets liés à la donnée, nous, la Banque des Territoires, on accompagne les collectivités à se saisir de leurs données pour mieux piloter leur politique publique. Du coup, on a lancé cet accompagnement qui s'adapte à tout type de projet, de besoin. On peut vous aider à faire une cartographie des données, on peut vous aider à choisir une solution de plateforme des données, on peut vous aider à expérimenter, identifier un cas d'usage. Enfin, on s'adapte vraiment à vos besoins. Et donc là, on peut soit cofinancer une étude que vous souhaiteriez mener, soit cofinancer une expérimentation même, ou encore mettre à disposition des jours d'accompagnement. Donc, ce n'est pas une réponse à tous les freins, mais ça peut aussi aider à structurer les projets. Et donc maintenant, nous sommes quasiment à l'heure. Place à la table ronde sur la gestion du patrimoine arboré, la lutte contre les îlots de chaleur urbains et les sciences participatives, donc tout notre retour. Ah ben voilà. J'appelle François Panouillet, qui est chargé de mission innovation et données territoriales à la Banque des Territoires, qui va animer cette table ronde. Bonjour à tous et merci Jeanne. Et à mon tour d'appeler les intervenants. Florence Tiberghien, chargée d'études de paysage et biodiversité à l'Agence d'urbanisme et de développement du Pays de Saint-Omer. Annabelle Lamy, chargée de mission transition énergétique et écologique à Vitré Communauté. Et enfin, Daniel Charamnac, qui est chargé de mission prospective, conseil et stratégie numérique à l'agglomération Niort. J'appelle aussi Marine Chevalier, pour son regard d'experte. Marine est consultante, innovation territoriale, data et stratégie territoriale chez Aegis. Alors merci à tous les quatre d'avoir accepté d'intervenir. Je me tourne tout de suite vers Annabelle, qui représente donc la communauté de Vitré, et que je vais laisser tout de suite détailler son projet sur la lutte contre les îlots de chaleur. Je crois, Annabelle, que vous avez quelques slides à passer. Hop, peut-être je peux récupérer la télécommande. Ouais. Ou vous l'avez. Parfait. Si ça le fait sans micro, non. Pour la distance, c'est mieux. Ah d'accord, ok. Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc Annabelle Lamy. Donc la petite particularité quand même, je vais essayer d'expliquer, c'est que je travaille pour Vitreco, qui a en charge effectivement la compétence de la transition écologique et énergétique. Et cette étude a été menée sur la ville de Vitré. Donc le côté opérationnel sera porté par la ville de Vitré. Et nous, au niveau de l'étude, on transmet les informations. Mais ça illustre tout à fait les propos précédents. Voilà. La nécessité d'une gouvernance large et d'associer les différents échelons du territoire. Tout à fait. Et alors, là, du coup, ça devient encore plus complexe d'associer un EPCI, une agglo, avec une ville-centre. Au départ, on était mutualisés, là, on est démutualisés. Donc, du coup, c'est plus compliqué. Mais on s'entend très bien.
Alors, cette étude, donc du coup, je voudrais d'abord revenir sur ce que c'est même si tout le monde connaît le phénomène ICU, parce qu'on en parle beaucoup, je voulais juste, hop, alors, c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais du coup, d'accord, je cherche, ah non, bon, donc d'accord, je vais, tant pis, vous n'aurez pas j'avais fait un super beau schéma pour vous expliquer ce que c'était, mais bon, je vais vous le dire comme ça. Donc en fait, je voulais que je fasse quoi? Donc c'est un phénomène climatique urbain, l'ICU, alors qui se déroule, qui se ressent la nuit, et c'est la différence entre les températures les plus basses en campagne et les températures les plus basses en ville. Donc c'est donc un phénomène propre aux typologies urbaines, avec des sols particuliers, des sols qui emmagasinent en journée la chaleur et qui la restituent la nuit, alors que en campagne les températures diminuent. Ça empêche effectivement en ville des températures de diminuer. Donc à Vitré, alors c'est pareil, j'avais une slide. Je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemblait un petit peu les 7 stations et les 26 capteurs, parce qu'on a placé pendant 1 an 7 stations sur Vitré-Ville, avec une station de référence en campagne pour justement mesurer. Alors les 26 capteurs étaient positionnés à 2 mètres du sol sur des lampadaires. Donc, pour pouvoir mesurer, non pas au ras du sol, parce que là, les résultats seraient faussés, mais plutôt au niveau, enfin, on ne fait pas tous 2 mètres, bien sûr, mais plutôt au niveau des personnes. Donc, ce qui a été constaté, c'est qu'effectivement, même dans les villes moyennes, on a des phénomènes d'ICU. C'est ce qui était souhaité par la ville de Rennes, parce qu'il y a beaucoup d'études qui portent sur les grandes villes, mais peu sur celles de taille moyenne de 20 000 habitants. Donc un phénomène qui se ressent forcément dans les zones denses, mais pas que. On a aussi des zones d'activité avec un bitume, enfin pas mal de parkings et des bâtiments assez imposants. Et là aussi, on ressent le phénomène ICU. Donc aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est de pouvoir capitaliser sur cette étude, non seulement sur les conclusions, mais sur les données qui vont être générées, sur la cartographie, sur ce qu'on va en faire en fait. Donc cette capitalisation, je l'ai entendu tout à l'heure, cette capitalisation peut prendre plusieurs formes. Une sensibilisation des personnes, une communication en période de forte chaleur sur les personnes sensibles. Et ça peut être aussi un appui pour les politiques publiques pour évaluer justement leurs actions en matière d'urbanisme. D'ailleurs, cette étude va permettre de partir d'un instant T. En fait, on a des données et on pourra éventuellement la reproduire plus tard, d'ici 5-6 ans ou voire une dizaine d'années, pour voir si effectivement les choses ont changé pour la ville de Vitré et ainsi évaluer les politiques publiques. Ok, donc je retiens, les îlots de chaleur urbains ne sont pas l'apanage des métropoles et des mégalopoles tentaculaires. Voilà. Ça existe aussi dans les villes moyennes, dès lors qu'on a du bâti urbain. Et je retiens une étude qui sera finalement... qui fera guise de référentiel, en somme, pour l'avenir. C'est des données qui ont été recueillies en collaboration avec l'Université de Rennes, c'est ça? Voilà, c'était deux étudiants en master qui se sont relayés sur 2 années pour justement illustrer ce phénomène sur Vitré. Et au-delà des îlots de chaleur, ils ont constaté. Donc, il y a eu des journées où le différentiel pouvait aller jusqu'à 6 à 7 degrés.
donc ce qui est relativement important. On a, au-delà de ce phénomène d'ICU, il a été constaté aussi un phénomène de décalage de la floraison dans les grandes villes. Continuons, pardon. Dans les grandes villes, en fait, comme Rennes, ce décalage avait déjà été observé, mais pas forcément dans les tailles moyennes. Donc c'est un décalage qui peut aller de l'ordre d'une semaine, en fait. Donc ça a aussi son importance par rapport justement à ce décalage qu'on voit de plus en plus entre... je vais prendre un exemple qu'on ne voit pas dans les villes forcément, mais pour faire comprendre, aujourd'hui on a un décalage entre les besoins en eau d'une plante et par exemple quand elle croît, et je pense au maïs, qui aujourd'hui a un décalage entre le moment où il est planté et le moment où il y a ses besoins en eau. Donc ce décalage, en fait, il va être de plus important encore dans les villes. Donc ça peut être un outil pour savoir où planter, comment planter et quoi planter. Donc ça fait beaucoup de planter, mais... Voilà. Ça fait écho avec les travaux de Saint-Omer qu'on verra tout à l'heure. Non, je vais pas... voilà, c'était juste un constat qu'on a fait également avec cette étude. Et donc l'objectif aujourd'hui, donc comme on sait que il est possible que ces phénomènes soient croissants, c'est de mettre en place un outil pour justement informer dans un premier temps les personnes vulnérables qu'il va y avoir des zones plus chaudes que d'autres, et éventuellement faire ce que je voyais qui a été fait à Bayonne, un parcours fraîcheur. Donc tout ça accessible, si possible, en temps réel. Alors la difficulté, ça va être bien sûr au niveau des personnes ressources, parce que si on crée un outil, il faut le faire vivre. J'ai entendu ça tout à l'heure aussi. Donc c'est un élément à prendre en compte. Voilà, c'est pas faire un outil pour faire un outil, il faut le faire vivre, il faut l'alimenter. Donc aujourd'hui, on a des données, effectivement, il faut les faire vivre, quoi. Et alors, à ce sujet des données en votre possession, peut-être un mot de Marine pour à la fois lutter contre les îlots de chaleur et finalement favoriser, repérer les îlots de fraîcheur. Les collectivités sont susceptibles de disposer d'un certain nombre de données. Vers où elles doivent aller chercher, quel type de données sont les plus faciles à s'approprier. Qu'est-ce que tu conseillerais, Marine? Mais alors nous, ce qu'on a essayé de faire dans cette expérimentation, enfin dans l'accompagnement, nous on fait partie du groupe Aegis, et du coup on a accompagné les collectivités dans le lancement de ces expérimentations. Et vous me compléterez aussi sur les données, bien sûr. L'idée en fait des îlots de chaleur urbains, c'est déjà d'avoir plusieurs capacités, en fait, d'avoir plusieurs types de mesures. Donc notamment pouvoir mesurer les températures. Effectivement, vous avez parlé des horaires et des différences qu'il peut y avoir aussi. Donc en fait, ces différences-là sont très importantes à mesurer. Donc là, on a tout simplement des capteurs et des remontées via des Excel. Mais en fait, avec ça, on ne fait pas grand-chose si on ne croise pas ces données-là avec d'autres. Et c'est ce que disait Jean-Marie aussi, c'est l'importance d'arriver à identifier les bons jeux de données. Donc là, on a Ecosphère, qui est un outil aussi qui regroupe tout ça. Mais l'idée, en fait, effectivement, dans un premier temps, c'est d'arriver à identifier. Et donc, arriver déjà à bien mesurer et à avoir des mises à jour, comme vous le disiez, qui soient les plus rythmées possibles. Hein. Mais après, on sait qu'effectivement, derrière, il y a des soucis de moyens. Et une fois qu'on a ces mises à jour-là, l'idée, c'est de pouvoir croiser ça avec d'autres données urbaines, donc que ce soit sur des zones naturelles, des données sur le bâti de la collectivité. Enfin voilà, l'idée, en fait, c'est d'arriver en fait à croiser toutes ces données-là avec les données qui caractérisent en fait le territoire à l'échelle spatiale. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Parce qu'en fait, effectivement, sans ça, et on en parlera peut-être après quand on parlera des trames fraîcheur, on peut tout simplement, on peut rien faire en fait de juste cette mesure des températures en fait. Alors j'entends que
Ecosphère portera un certain nombre de jeux de données intéressants pour les collectivités qui se préoccupent des questions environnementales. Une autre source de données, on l'a dit aussi en introduction, ça peut être les citoyens. Et là, je me tourne maintenant vers Daniel, qui représente donc la collectivité de Niort et qui a travaillé pour sa part sur un projet de ce qu'on peut appeler de science participative pour finalement nourrir un atlas de la biodiversité, en somme, à Niort. Je vous laisse nous en dire quelques mots. On passe pas le PowerPoint du coup là. On passe le PowerPoint. Comme vous voulez, je pourrais en espérant que j'ai pas fait la même bêtise. Voilà. C'est pour mettre dans le contexte. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis chargé de mission stratégie numérique à l'agglomération de Niort. Et en fait, l'expérimentation a commencé en septembre et a fini il y a quelques mois. Donc, ça se passe dans le cadre de partenariat entre Nuraglo, Banque des Territoires, Open Data France. Voilà. Et donc, l'idée, c'était au départ de mettre en place un portail citoyen. En fait, et ça a changé d'orientation au fil du temps. Et en fait, on va intégrer ce portail cartographique dans le cadre de la refonte de notre portail internet qui s'appelle vivraniort.com. Vivraniort.com. Oui, ce portail-là, je l'ai mis en place il y a 20 ans. Entre-temps, et depuis, c'est un portail qui est ville, et il y a aussi un portail agglomération, et toutes les données Open Data se trouvent sur le portail agglomération. On tape data public Niort, on tombe sur le portail agglomération, qui sont liés, les deux portails sont quand même liés. Donc on a une grande diversité, nous, et un grand contexte de biodiversité à Niort. On a mis en place, comme disait François, un atlas de biodiversité communale. Par exemple, on a fait des conseils de quartier où on a demandé aux citoyens de s'impliquer et de recenser les nichoirs, les oiseaux, les papillons, les orchidées notamment. Et donc, on a eu des ateliers. On a notamment deux éco-animateurs à la ville de Niort qui font des ateliers pédagogiques au sein des écoles. Pour les petits jusqu'en primaire et puis maternelle, voilà. Alors, on a aussi une réserve naturelle en cœur de ville qui s'appelle le Marais de Galuchet, qui se trouve sur 160 hectares, qui longe la Sèvre, qui longe tout ce qui est la Maïf, là, toutes les mutuelles, et qui pour autant ont une grande diversité de faune et de flore. Et alors, je pense que tout le monde connaît le parc du Marais Poitevin. Alors, le Marais Poitevin s'étend non pas de Poitiers à Niort, comme le nom pour l'indiquer, mais de Niort, qui est vraiment à l'extrémité est, et ce qui est la seule ville d'ailleurs qui touche le Marais Poitevin, jusqu'en Charente-Maritime et jusqu'en Vendée. Donc il y a 3 départements qui sont impactés par le Marais Poitevin. Sauf que le siège du Marais Poitevin, il se trouve en gros à Niort, autour de Niort en fait, à Coulon. Il y a aussi un programme d'implantation de 60 000 arbres qui se fait là en ce moment. Donc voilà. Je voulais dire aussi qu'il y a eu, ça je risque de l'oublier, je disais que le portail initialement était fait pour un portail citoyen, avec une remontée des arbres privés de la part des citoyens. Et ça a été arbitré c'était la volonté d'un élu de faire en sorte que les citoyens s'impliquent, parce que ça s'appelle Niort, j'aime ma ville, je m'informe et je m'implique. Ça c'est une donnée qui existe depuis. Je m'informe et je m'implique. Donc dans ce cadre-là, l'élu pensait qu'on pouvait demander aux citoyens de remonter leurs arbres privés et de les recenser sur la cartographie. Sauf qu'il y a une mise à jour qui n'est pas forcément, qui dépend des gens, donc on a préféré différer cette fonctionnalité. Donc en fait, nous, on a en gros trois thématiques qui sont impactées. On a, grâce à Marine et à son équipe, on a pu associer plusieurs services métiers, en gros presque 10 services métiers. C'est ce qui a fait la complexité du projet, parce que tout le monde n'a pas la même culture numérique, biodiversité. Par exemple, moi, je ne connaissais pas bien la biodiversité, et les gens du numérique ne connaissent pas bien la biodiversité. Et inversement, les gens des espaces verts ne sont pas forcément liés au numérique. Donc en termes d'acculturation, il y a eu quelque chose qui a été fait avec Marine sur des ateliers dynamiques, participatifs, avec notamment l'outil Klaxoon, pour pouvoir mettre des thématiques, mettre des associations, voilà, pouvoir échanger et débattre. Donc en fait, on a commencé par essayer de voir un peu comment on pouvait informer les citoyens en termes de biodiversité sur l'atlas, comment pouvoir cibler les arbres, comment pouvoir détecter les nichoirs, croiser les données avec les thématiques.
On a aussi évoqué la thématique de la canicule, notamment la qualité de l'air avec l'énergie, avec Sébastien Dugleux qui était dans une autre direction. Et on a aussi, ça c'est très important parce que je ne sais pas si vous connaissez la loi MOSC de août 2004. La loi MOSC demande à ce qu'il y ait une prévention, qu'il y ait une organisation qui fasse que quand il y a un danger, un aléa qui devient un risque majeur, eh bien, on puisse protéger les personnes. Et donc, cette loi de 2004, on a pu la voir au niveau du Xintia, qui s'est passé pas loin de Niort, à la Faute-sur-Mer, donc en Vendée, dans le parc du Marais Poitevin. Donc, et nous, on a quelqu'un qui a participé à Xintia, qui fait partie du projet là, notamment Laurent Audet. Et donc, pour nous, c'est très important d'appliquer cette loi. Et donc, tout ce qui est inondation, donc, Niort se trouve en fait à la croisée de plusieurs aléas. On est entouré de 3 centrales nucléaires. Il y a Chinon, Blaye et Civaux. Donc à 100 km à la ronde. Il n'y a pas que nous, hein, mais bon, nous, on est là-dedans. On a un niveau de rayon sismique au niveau 3 sur 5, ce qui est pas mal quand même. Hein. On a aussi un barrage qui se trouve à 45 km de Niort. En fait, si ce barrage est en rupture, ce qui a peu de chance, hein, mais on a vu le barrage en Ukraine, par exemple, hein, il ne devait pas s'y exposer. Et, on est à 5 heures, en gros, l'eau va arriver 5 heures après à Niort. Si les gens dorment, il y a moins de risques. Incroyable. Si les gens dorment, si c'est la nuit, il y a moins de risques. Mais sinon, il y aura des morts. On passera de 12 mètres, en gros, à 15 mètres au niveau de la Sèvre. Donc, il y aura forcément des retombées. Je rappelle que Xintia, il y a eu 60 morts en 2010. Ce n'était pas du tout programmé. Donc, on a une grosse culture sur cette protection des... Donc, du coup, sur les reparts de crues, au niveau des données, on a sur l'open data de Nuraglo, il y a les reparts de crues, il y a pas mal de choses sur comment dire, il y a les nichoirs, la biodiversité, il y a les écoles notamment, il y a les salles de sport, tout ce qui peut aussi être impacté par cette dimension d'inondation. Il y a aussi, par exemple, dans le parc de Marais Poitevin, avant que Philippe pose des questions, on a un sol argileux à Niort. Comme dans beaucoup de territoires, mais nous, comme il y a beaucoup de marais, ce sol argileux génère des fissures. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un retrait quand l'eau remonte parce qu'il y a une température élevée, il y a un retrait de l'eau. Et ensuite, quand ça devient humide, il y a un regonflement du sol. Ce qui fait que les fissures deviennent assez proéminentes. Et donc, c'est un territoire qui est impacté par... On a aussi 3 zones dangereuses au niveau des sites Céveso. Alors, je ne dis pas que Niort est vraiment une zone de danger. Au contraire, c'est une zone très, très agréable en termes de biodiversité, en termes de climat, c'est une zone tempérée. On est à 3 quarts d'heure de La Rochelle, de l'océan. Ouais. Et donc, mais on tient compte de cette loi MOSC, et donc on l'a intégré dans ce projet. Au départ, ce n'était pas forcément prégnant. Mais comme on a constitué des groupes de travail, par exemple, le vivandeur.com, le portail Internet, on a découvert avec Marine, au bout de 3 mois, que la refonte du portail se faisait au courant 2023-2024. Donc du coup, on a dû différer la rencontre avec la société de services qui devait refondre le portail vivandeur.com. Donc j'ai peut-être oublié des choses en termes de... Voilà. J'entends qu'il y a effectivement tout l'aspect sensibilisation et apport des données qui proviennent des citoyens eux-mêmes, qui sont eux-mêmes capables d'apporter un certain nombre de données. Et puis j'entends tout ce que vous dites au sujet de la gestion des risques, qui finalement, il y a un mot qui est très à la mode dans les territoires, c'est la résilience. Mais il ne faut pas oublier que la résilience, c'est aussi pour éviter des morts. 60 morts pour Xintia, 14 morts dans l'Aude pour les inondations de 2018. Donc si les données peuvent aider à améliorer la résilience d'un territoire, ça signifie aussi, in fine, qu'elles ont vocation à réduire les risques de perte de vie humaine aussi, quoi. La résilience implique aussi les risques majeurs, comme vous les appelez. Et alors, ça, c'est une illustration de Fenêtre sur ma ville qui sera, grosso modo, l'accès au portail de Niort. C'est bien ça ? C'est bien ça, François, oui, merci. Donc, en fait, on a, avec la société EGIS, on a élaboré un prototype, un prototype que vous voyez à l'écran. Par exemple, l'idée, c'est qu'on puisse retrouver sur sa parcelle, comme moi, en tant que citoyen, je dois être informé, je dois pouvoir participer, mais aussi m'informer quand je souhaite, et savoir ma parcelle, en quoi mon habitat est impacté par ce qui se passe autour de moi. Notamment, s'il y a une canicule, où je suis situé, s'il y a une inondation, est-ce que mon
ma maison est en zone inondable. Par exemple, si on croise les gens qui sont enregistrés au niveau de la canicule à Niort, bon, les personnes âgées en général, on a au bord de la Sèvre des habitats qui sont en rez-de-chaussée ou qui sont en étage. Ceux qui sont à l'étage ont une chance, en cas d'inondation, de s'en sortir. Hein. Ceux qui sont en rez-de-chaussée ont peu de chance. Et si on croise des données sur le registre canicule et sur la population qui a un habitat avec étage, on peut se dire que ces personnes-là, elles sont moins, on n'a pas d'urgence pour les secourir parce que c'est surtout celles qui sont dans un habitat à rez-de-chaussée qui sont en danger. Donc ça, c'est un croisement qui peut se faire. Un croisement par rapport aussi au site. Par exemple, là, si je suis ici, par exemple, sur la carte que vous voyez à l'écran, je peux très bien, en cas de canicule, me dire bon, quel est le site le plus proche de chez moi qui est un îlot de fraîcheur urbain. Dans combien de temps je peux y être? On sait très bien que les personnes âgées, avant dans les grandes surfaces, souvent, quand il fait, parce qu'elles sont tempérées, elles sont climatisées, et tout le monde n'a pas un climatiseur chez soi. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas, par exemple, de climatiseur chez moi. Donc, comment faire pour se dire, moi, je suis âgé, il fait chaud, je vais me retrouver dans un îlot de fraîcheur. Donc là, c'est le cas. On peut savoir ça. Est-ce que je suis situé en zone inondable? Parce que souvent, on apprend chez le notaire qu'on a un parking en copropriété ou qu'on a en zone inondable. Les gens ne savent pas forcément. Il y a beaucoup d'habitats qui sont en zone inondable autour de Niort. Donc voilà. Comment on peut croiser aussi les règles d'urbanisme, le contexte alimentaire à ma parcelle? Donc comment je peux aussi me situer, comment je peux situer les écoles par rapport au site Céveso? Donc tous ces croisements de données ont beaucoup de sens en fait. Et on s'est rendu compte que ce projet était très riche. On a découvert des opportunités de faire des croisements de données qu'on ne pensait pas. Donc on a associé beaucoup la DSI, voilà, on a associé des services aussi de proximité, notamment pour les conseils de quartier, qu'est-ce que souhaitent les citoyens, pour avoir une dimension aussi, parce que c'est ciblé citoyen, nous, c'est pas ciblé agent, c'est ciblé citoyen. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet. Hein. On a beaucoup, donc on répertorie tout ce qui est les rapaces, on répertorie aussi, on a les martins-pêcheurs, des loutres, on a des hérons cendrés. Donc on a une richesse qui est assez forte en termes de biodiversité en fait. Donc, ce qui était compliqué, c'était d'acculturer les différents métiers en fait. Voilà. Ok, et alors mesurer à la fois finalement les richesses du territoire en termes de biodiversité, mais aussi ses vulnérabilités et en informer les citoyens. C'était le dernier slide ou il y a un slide sur la zone inondation, je crois. Eh ben, qui a disparu. Mais ça fait une très bonne transition avec Saint-Omer, et puis on reviendra peut-être sur les inondations, Daniel, en deux mots à la fin. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Pas de problème. À Saint-Omer, vous avez fait le choix de travailler sur une stratégie de plantation des essences des arbres, avec à la fois deux volets. Hein, un premier volet sur la connaissance concrète des essences de votre territoire, et puis un second sur finalement ce vers quoi il faudrait tendre et vers quoi il faudrait aller, donc une stratégie de plantation. Vous nous en dites quelques mots, Florence? Oui, volontiers. Du coup, nous, on a candidaté la commune de Saint-Omer et l'agence d'urbanisme du pays de Saint-Omer ensemble, sachant qu'il y a la chargée, qu'on a la référente Action Cœur de Ville qui est aussi au sein de l'agence d'urbanisme, et du coup, il y avait un peu une équipe aussi pluridisciplinaire qui pouvait se former et accompagner la commune, travailler ensemble avec les services techniques de la commune. Et du coup, il y avait cette volonté de travailler sur les îlots de chaleur, bon, un peu comme à Vitré. Pardon. Et l'idée, c'était de... Il y a eu un projet européen qui s'est terminé là en 2022 qui s'appelait Cool Towns, qui a été réalisé sur la ville de Saint-Omer, et en fait qui traitait de cette question des îlots de chaleur donc à plusieurs échelles, à l'échelle un peu stratégique sur la commune, avec des communes aussi frontalières, donc avec la Belgique et la Hollande notamment. Et il y avait un projet aussi de désimperméabilisation. Donc il y a toutes des questions en fait par rapport à ces îlots de chaleur et comment on peut amener des îlots de fraîcheur désimperméabilisés dans la ville, qui sont apparus en plus d'une stratégie de la commune qui était à la base de planter, d'apporter de l'ombre.
le projet européen a un peu élargi toutes ces réflexions. Et donc il y a eu des données aussi, il y avait beaucoup de données sur ces questions-là, mais on ne savait pas trop comment les traiter, comment on pouvait les exploiter, les utiliser. Et du coup, l'AMI aussi a permis à la fois d'élargir et de partir sur des grandes stratégies globales à la base sur les îlots de chaleur, et puis, comme vous le disiez, de recentrer sur les modules. Donc, avec les services techniques de la ville, on s'est aussi aperçu qu'il y avait une vraie volonté de connaissance du patrimoine arboré sur la commune, de connaître où sont situés les arbres, quelle hauteur ils ont, quelle essence quelle essence existe. Ça permet aussi à la fois de sensibiliser les citoyens en disant il y a autant d'arbres de plus de 100 ans sur la commune. Et à la fois, c'était de comparer aussi, donc, ce que vous disiez qu'un module 2 qui permettait de croiser cette donnée patrimoine arboré avec la donnée plutôt îlot de chaleur urbain. Et du coup, là, le fait de croiser ces données-là, ça permet aussi à la commune d'affiner en fait cette stratégie par rapport aux îlots de chaleur. Où sont les îlots de chaleur? Ça permet d'identifier où sont les îlots de chaleur urbains, et à la fois de pouvoir adapter la palette végétale, ou de voir ce qui est possible de faire, ce qui est possible d'améliorer, et puis comment la ville peut être résiliente et s'adapter face à ces enjeux qui sont quand même assez à la fois global, et on le voit avec le module de la trame arborée qui peut être très, très technique et qui répond aussi aux enjeux des services, comme vous disiez, services espaces verts, services de terrain dans la gestion, l'entretien de tous les jours de la commune, quoi. Donc, adaptation au changement climatique à la fois pour les essences en tant que telles, quelle essence planter lorsque le climat se réchauffe, et aussi pour les humains, quelle essence génère le plus d'ombre ou le plus d'îlots de fraîcheur. Et alors, pour établir cette stratégie, vous vous fondez sur un certain nombre de données, là aussi, que vous récupérez de quelle manière? Du coup, il y a un peu cette collaboration agence d'urbanisme et commune de Saint-Omer. Donc, la commune a les services techniques, a la connaissance du terrain, même si pour l'instant c'est pas encore géolocalisé, elle a vraiment cette connaissance de où sont situés les arbres, quel arbre il y a besoin d'aller tailler, enfin vraiment une connaissance technique et d'entretien, de gestion d'une commune qu'on peut avoir tous les jours. Et à la fois le fait de travailler avec l'agence d'urbanisme qui a cette vision un peu plus globale. Et en fait, à l'agence d'urbanisme, il y a un service, enfin pas un service, mais il y a 2 personnes qui sont géomaticiens et qui du coup ont vraiment l'habitude de traiter les données, pas forcément à l'échelle de la ville, mais aussi à l'échelle du territoire. Et donc la ville de Saint-Omer, elle est dans un pôle urbain, donc ça permet aussi d'avoir ce contexte un peu plus global. Donc les données qui sont utilisées, si on l'avait fait avec le bureau d'études lors des ateliers, pendant tout cet accompagnement, pendant l'année, ça nous a permis aussi de cibler les données qui étaient intéressantes, à la fois un panel de données au début, au mois de novembre, qui était très large, et puis on a resserré aussi petit à petit, et qu'on a adapté par rapport aussi au réel, à la réelle technicité pour la commune. Du coup, je ne vais pas citer toutes les données qu'on avait peut-être utilisées ou qu'on avait ciblées au mois de novembre, mais là, à la fin de l'AMI, il y avait un peu 2 options. C'était soit l'outil de ce recensement du patrimoine arboré et le lien avec les îlots de chaleur, soit il peut se faire en interne avec les personnes et l'équipe un peu transversale qu'il y a au sein de l'agence d'urbanisme, soit il y a une rédaction d'un cahier des charges et il y a un partenaire ou une entreprise externe qui réalise aussi l'outil. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas encore tranchées politiquement et qui vont être tranchées, je pense, d'ici cet été ou pour septembre. Et là, dans cette attente un peu, à l'agence d'urbanisme, les 2 géomaticiens ont quand même testé un peu des choses. Et ils ont les données de Cooltown, c'est du projet européen, on les a mais en version PDF. Donc c'est assez difficile de les exploiter sur format QGIS et de pouvoir les comparer, de pouvoir les utiliser. Et là, où ils ont testé le plugin IceTool, qui permet en fait, ils ont comparé le plugin IceTool avec
dans les Hauts-de-France, à Saint-Omer, il y a la donnée Oxol 2D qui permet de connaître assez finement à la fois l'occupation du sol et à la fois l'usage du sol. Donc ils ont fait une corrélation avec ce plugin pour connaître un peu, pour avoir en fait cette cartographie de où sont les îlots de chaleur dans la commune. Alors il me disait, bon, moi du coup je suis paysagiste, donc c'est plutôt eux c'est ça, cette transversalité, c'est plutôt les géomaticiens qui ont cette connaissance, mais il me disait que à la fois c'est intéressant et à la fois pour l'instant il repère déjà qu'il y a des petits bugs entre la corrélation justement entre ces deux couches QGIS et cette comparaison des données. À la fois à l'échelle d'une ville, c'est assez difficile, enfin, le logiciel mouline beaucoup, et à l'échelle d'une parcelle ou d'un quartier, c'est intéressant. À l'échelle d'une ville, c'est un petit peu plus compliqué. Et la difficulté qu'il me disait aussi, c'est que du coup, c'est par rapport à c'est vraiment îlot de chaleur, donc c'est par rapport à des données météorologiques. Donc là, la station météo est soit à Boulogne-sur-Mer, donc sur la côte, soit à Lille, donc vraiment dans les terres. Et Saint-Omer est vraiment pile poil au milieu, donc c'est pour ça que la donnée n'est pas fiable à 100%. Et pour l'instant, c'est des tests qui se réalisent en interne au sein de l'agence d'urbanisme. Ça permet d'avoir une première cartographie et de pouvoir faire une première liaison avec la donnée arborée, patrimoine arboré de la commune. Mais on sait que c'est pas une donnée qui est 100% fiable, quoi. J'entends que sur ces questions, on apprend en marchant finalement. Oui, c'est ça. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise non plus. Puisqu'on voit un certain nombre de cas d'usage auxquels on n'avait pas pensé émerger. Plus généralement, Marine, les données au service de la transition environnementale, elles jouent un rôle, elles joueront un rôle de plus en plus fort à l'avenir pour l'élaboration des politiques publiques. Et si oui, comment faire pour que ce soit le cas ? Oui, nous, ce qu'on a vu au cours de ces 6 expérimentations, et du coup, c'est ce que disait Florence aussi, c'est que nous au quotidien, en tant que bureau d'études, on utilise en fait déjà les données quasiment dans toutes nos missions pour accompagner les projets des collectivités. Et oui, effectivement, à chaque fois, en fait, l'idée d'avoir des données aussi, c'est il y a 2 objectifs. Il y a 2 objectifs, c'est déjà pour prendre des décisions, donc des décisions de politique publique, et donc pour pouvoir arbitrer. Et le deuxième grand objectif, et c'est ce que disait Jeanne effectivement au début, et c'est ce qu'on a essayé de mettre dans le livre de capitalisation que vous verrez par la suite, l'idée c'est vraiment de pouvoir aussi informer le citoyen, et on avait justement le DGS de New York quand on a fait la restitution en fait de ce projet pour pouvoir poursuivre l'expérimentation, qui disait aussi pour nous c'est extrêmement important d'avoir un outil, donc ça peut être une plateforme, ça peut être une application à la fois dédiée aux services mais aussi aux citoyens pour en fait vraiment montrer les transformations urbaines et aussi qu'elles soient mieux acceptées. C'est tout bête, mais si vous expliquez les travaux que vous êtes en train de faire, parce que effectivement, vous expliquez vos données de biodiversité, vous expliquez aussi même les logiques de trame de fraîcheur, d'îlots de chaleur, qui en fait derrière vont aussi engager des actions de politique publique. Si vous l'expliquez dans un outil qui est le plus interactif possible, forcément derrière c'est beaucoup plus accepté. Donc oui, je suis assez convaincue, et c'est déjà le travail qu'on fait chez GIS, c'est le travail que aussi font déjà les collectivités en fait en interne. Pour effectivement développer ces projets. C'est très clair, merci beaucoup Marine. Je vois qu'il nous reste 5 grosses minutes avant de donner la parole à quelques représentants de start-up qui, elles aussi, œuvrent dans le champ des données territoriales et qui vous diront quelques mots de ce qu'elles font avec ces données territoriales. Peut-être pour conclure, Annabelle, Daniel ou Florence, un mot de la fin sur finalement ce que vous a apporté cette AMI, ou si vous le conseilleriez à un ami ou à un collègue, et peut-être des difficultés que vous avez su surmonter, mais qui sont à prendre en considération lorsqu'on se lance sur ces questions. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot pour la fin ?
Juste qu'effectivement, il y a plus qu'à, quoi. En fait, on a le problème, on a les données, on a une partie des solutions, et puis il n'y a plus qu'à faire, quoi, en fait. Donc là, effectivement, c'est la volonté des élus qui... Enfin, en tant que technicien, nous, on est là on est force de proposition. Maintenant, après, c'est au niveau des élus de faire, quoi. Et vous sentez un engouement respectif, un engouement dans vos communes respectives? Ah oui, je prends l'exemple de Vitré, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a un projet de renaturation d'une cour d'école qui est en cours. Au niveau de Vitré Communauté, via le PCAET, on encourage via des fonds de concours la biodiversité. Donc oui, effectivement, il y a des choses qui sont faites au-delà des obligations réglementaires. Il y a des encouragements donc, pour Vitré Communauté financiers, essentiellement. Il y a des choses qui sont faites parce que il faut avancer. Il y a un schéma... Pardon. Il y a un schéma vélo qui a été adopté, il y a un plan de mobilité. Donc oui, il y a des choses qui sont faites. Et effectivement, je pense qu'on ne verra les résultats... Enfin, on ne va pas voir les résultats tout de suite, quoi. Donc effectivement, les données sont importantes pour voir la progression. Puisque je n'en doute pas, il y aura une progression. Quelques mots sur Niort, déjà pas mal à la pointe sur les questions d'environnement, on le voyait tout à l'heure. Merci François, je pourrais en profiter pour souligner la qualité de l'accompagnement de la société EGIS qui a été pertinente. Moi, je me suis baissé l'épaule pendant 1 mois et demi. Et donc j'ai cru que le projet allait clapoter. Et en fait, la société était là, en fait, et tant mieux. Ils ont pris le relais, ils étaient présents, ils ont mis une dynamique. Merci aussi à Open Data France, à travers Mathieu et Jean-Marie, qui a été présent. Je voulais dire par rapport à Jean-Marie, il disait qu'il y a un souci, il y avait des problèmes de données. Nous, on constate qu'entre les services internes, on demande des importations aux finances, au marché. En fait, personne n'a une vision globale des données, en fait. Même en interne, là, on travaille pour l'externe, pour les citoyens, mais en interne, on a du mal à avoir une vision globale de tout ce que les services échangent entre nous. 250 métiers dans les territoires. Donc la voirie travaille d'une façon différente, l'urbanisme pareil, les bâtiments pareil. Donc on a un problème de transfert de données entre services, et ça, donc Jean-Marie l'a souligné tout à l'heure. Donc Open Data France a fait un atelier à Niort au mois de mars, et donc c'était très bien parce que ce projet a permis de pouvoir relier les associations et les partenaires, notamment le parc du Marais Poitevin. On n'avait qu'une personne qui faisait le lien dans la collectivité, donc ça a permis de mettre en lien les partenaires externes, associations, Chizé, qui sont le CNRS de Chizé, il y a association pour les oiseaux, association des parcs naturels régionales, j'en oublie un, je crois, de Sèvres Environnement Nature. Donc ça a permis de faire le lien, et ça, on n'avait pas ce lien avant. Donc au-delà de la dynamique des outils comme Klaxoon, des échanges participatifs, ça a été une dynamique qui a été instaurée. Nous, on a eu la chance d'avoir le soutien des élus et de la direction générale, une équipe pluridisciplinaire, mais c'est vrai que ça a été un peu vite. C'est-à-dire que 3-4 mois, malgré tout, ça c'est... on enlève les vacances de Noël, les vacances de Toussaint, février, il faut être vraiment très présent, quoi, et très opérationnel, quoi. Mais vraiment, c'est un beau projet. Ouais. Je le conseille à tous ceux qui veulent le faire. Merci encore. Ouais, je vais dire un peu la même chose, mais c'est vrai que nous, pour la ville de Saint-Omer et l'agence d'urbanisme, on avait un peu il y avait plein d'idées au début, et l'accompagnement du bureau d'études a vraiment permis de recentrer et puis de créer un outil ou une idée d'outil qui soit vraiment adapté aux services techniques et à la fois à l'agence d'urbanisme et cette vision globale. Et c'est vrai que l'AMI a vraiment permis cette définition du projet, et on avait un enjeu, une problématique à la base qui peut-être aurait été traitée dans 1 ou 2, 3 ans, et là le fait d'avoir l'AMI, ça a été vraiment ça a été fédérateur de mettre la question sur la table, d'avoir les partenaires aussi lors des ateliers, et puis de vraiment recentrer et d'avoir je pense un outil ou une proposition qui est vraiment adéquate, quoi. Et on a eu aussi, sur la question du patrimoine arboré, du fait qu'il y ait eu l'AMI, un échange avec d'autres communes qui avaient aussi cette question, que je pense sans l'AMI, sans le fait d'avoir les villes lauréates ou la connaissance de communes qui sont sur les mêmes enjeux, on n'aurait peut-être pas eu ces échanges. Et ça, c'est vraiment fédérateur aussi de voir ce qui se passe dans les autres communes, comment ils font,
quel bénéfice ils en tirent, quel point met un peu un stop et comment y remédier. Donc ça, c'est vraiment des échanges où je pense qu'on aurait peut-être attendu un peu. Et là, le fait d'avoir eu l'AMI, ça a un peu bousculé les choses et je pense que c'est plutôt bien pour la commune. Ok, bah écoutez, je retiens qu'il s'agit quand même d'un vaste chantier hein, à vous écouter tous les trois. Un vaste chantier qui nécessite à la fois un portage politique fort, qui nécessite une implication des agents, voire des citoyens pour obtenir le meilleur des données possibles. Du partage aussi, et c'est ce qu'on s'efforce de faire aujourd'hui, et puis la nécessité de s'inscrire dans le long terme, hein. Ça a été évoqué aussi ce matin dans les grands enseignements du livrable. C'est un chantier qui se pilote sur le long terme. Mais écoutez, un grand merci à tous les quatre. Je crois qu'on peut applaudir. Et donc, je vous laisse rejoindre vos places ou rester avec nous si vous le souhaitez, puisqu'on va accueillir maintenant, pour le gros quart d'heure qui nous reste, trois startups qui vont pitcher, mais à distance. C'est pour ça que vous pouvez tout à fait rester si vous préférez. On va commencer par Thomas Ferrero, qui est le président de MEOS. Est-ce que Thomas est en ligne avec nous ? Bonjour. Bonjour Thomas, vous nous entendez ? Très bien, et vous ? On vous entend. Alors, je serai impitoyable sur le temps, c'est-à-dire que vous avez un peu 5 minutes pour nous présenter un peu les activités de MEOS et surtout la manière dont vous collaborez avec les territoires, puisque c'est principalement ce qui nous préoccupe au Hub des territoires. Bien sûr. Alors, je vais partager mon écran. Dites-moi si c'est bon pour vous. C'est parfaitement bon, on vous écoute. Bon, ravi d'être là déjà, merci beaucoup de me donner cette opportunité. Donc, je suis Thomas Ferrero, le fondateur de la société MEOS. Nous, on est des fournisseurs de données, des fournisseurs d'outils. Les données, on les crée, on va dire, essentiellement à partir d'imagerie satellite. Donc, on est des spécialistes de la data géospatialisée, cartographiée, et particulièrement de l'imagerie satellite. On est basé à Toulouse et notre ADN, c'est vraiment accompagner les acteurs du territoire, essentiellement publics, dans la mise en œuvre et la mesure d'action pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on est dans un écosystème qui est à la fois très, je dirais, spatial, puisque on est très proche du CNES, on est proche de l'Agence spatiale européenne, avec qui on a des contrats, avec qui on fait de la recherche et du développement, mais aussi membre, par exemple, de France Durable. On est notre outil carbone est labellisé Green Tech Innovation, etc. Donc on a on va dire une double casquette à ce titre-là. Et en 2020, le CNES nous a confié une mission de l'apport de l'imagerie satellitaire dans les plans climat, air, énergie territoriale, les fameux PCAET qui s'imposent aujourd'hui aux acteurs du public. Et à partir de là, donc l'idée, ça a été de pouvoir. Donc, on a mis en évidence l'intérêt de l'imagerie satellite dans les phases, on va dire, de diagnostic des territoires, de planification et également de mesure de ces actions. Et à partir de là, l'idée, ça a été de un peu monter une boîte à outils à partir d'imagerie satellite qui pourrait aider donc ces acteurs-là ou les intermédiaires qui peuvent être des bureaux d'études. Donc, on a imaginé toute une gamme d'outils. Je vais rapidement aller sur 3 outils, mais l'idée c'est de se dire voilà, on intervient à chaque fois sur le diagnostic du territoire, l'aide à la mise en place, donc la planification et surtout la mesure d'action. Parce qu'aujourd'hui, la mesure d'action dans les PCAET de notre analyse, elle se résumait très souvent à en gros un tableau Excel disant oui, j'ai fait mon action. Le premier outil que l'on a fait, c'est comment on a entendu parler tout à l'heure, on végétalise les îlots de chaleur et particulièrement les centres-bourgs. Donc MEO Urban Green, typiquement, l'idée c'est de dire, grâce à l'imagerie satellite, on va détecter les températures de surface, mettre en évidence les points chauds, les îlots de chaleur, etc. Mais aussi on va détecter
la végétation de manière précise. Et donc, on va accompagner les acteurs en leur disant, ben voilà, là où vous avez de l'action à faire, évidemment, ben c'est là où c'est peu végétalisé et plutôt chaud. Et surtout, si vous faites de ces actions-là, ben on va pouvoir les mesurer grâce à l'imagerie satellite. Donc concrètement, hein, ça se présente sous forme de cartographie dynamique, entre autres, où on va voir, ben voilà, ici on voit une collectivité où on analyse les îlots de chaleur. On va analyser aussi, par exemple, la part de végétation par des secteurs relativement fins. Et on va voir donc sur cette part combien on a sur cette maille, combien on a de végétation haute, de végétation basse, etc. Et du coup, on va aider à mettre en place des actions. Un autre outil que je vais rapidement détailler sur la partie des ressources en eau aujourd'hui, qui est un outil très central, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, voilà, notre cœur de métier là-dedans, c'est être capable de suivre à la fois la disponibilité de la ressource en eau, alors plutôt pour le côté irrigation, hein. Donc ça veut dire être capable de savoir comment évoluent nos ressources en eau, donc, de manière quantitative mais également de manière qualitative. Donc on a la disponibilité et la pression qu'on met sur la ressource par l'irrigation. On a un outil qui nous permet aujourd'hui de détecter l'irrigation par imagerie satellite. Ce que vous voyez ici, c'est le suivi des réserves en eau. On va faire des choses très micro à la réserve et ensuite des choses plus macro, plutôt au bassin versant ou autre. Et ensuite, tout ce qui est détection d'irrigation, donc on est capable de détecter, de dire qu'est-ce qui a été irrigué, non irrigué, des choses à la parcelle, et ensuite on met des choses sur des bassins versants ou autres pour avoir de l'information plus macro. Donc tout ça à partir des imageries satellites et des informations aussi sur la qualité de l'eau. Et le dernier outil, et je me dépêche pour tenir le temps imparti, aujourd'hui donc c'est être capable de suivre le carbone séquestré dans le sol, et pas que dans le sol d'ailleurs. Donc on a un outil qui nous permet aujourd'hui l'ambition d'avoir une trajectoire à carbone neutre ou d'avoir une basse trajectoire à carbone. On a besoin de monitorer les émissions, mais aussi la séquestration. Donc on va monitorer, grâce à l'imagerie satellite, ce qui va se passer dans le sol, dans la litière, dans la biomasse, par les changements d'occupation du sol. Il y a cette animation à droite, je passe en 2009 d'un espace boisé à un espace industriel. Et donc, c'est qu'est-ce que j'ai cartographié mon carbone, on va le voir ici, c'est quels sont mes stocks de carbone, vraiment de manière précise, est-ce qu'ils sont dans la biomasse, est-ce qu'ils sont dans le sol, etc. Et cartographier mes flux, ici on voit un flux orange, donc on a arrêté de séquestrer du carbone, donc on a relâché du carbone. Donc l'idée c'est de le cartographier et de le quantifier de manière précise. Voilà, ici un dernier exemple. Voilà, j'ai tenu à peu près le délai, 5 minutes, donc tout ça pour résumer, imagerie satellite, outils à destination des acteurs publics ou de leurs intermédiaires pour fournir des données, des outils, diagnostics, mise en place d'actions et mesures d'action. Merci beaucoup, c'était vraiment très clair et puis on mesure bien la granularité très fine à laquelle on peut descendre grâce aux images satellites. On sait que c'est toujours un souci de disposer de données à l'échelle de la parcelle, par exemple. Et donc, c'est une vraie valeur ajoutée de l'imagerie satellite, nous semble-t-il. Merci encore. C'est maintenant au tour d'Antoine Lefebvre, qui représente la société Kermap et qui est avec nous en présentiel. Bonjour Antoine, même consigne, 5 minutes et de la clarté. Non. Voilà. Voilà, je pense que ça marche. Ok, c'est parti. Alors moi, on m'avait dit 10 minutes, mais bon, je vais essayer de écourter ça. C'est parti. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être ici et de vous présenter les activités de Kermap. Alors, je change les slides. Comme ça? Non. Comment je fais? Ça arrive. Alors, en attendant que les slides arrivent... Non, faut revenir, c'est pas ça. Bon, ça marche pas du coup la télécommande? Si? Ok. Voilà. Donc voilà, en quelques mots, je peux vous présenter la société. Donc la société Kermap, elle a aujourd'hui 5 ans. On est 20 collaborateurs et on est basé en Bretagne. Et on est accompagné par de nombreux acteurs comme le CNES, notamment aussi l'IGN. On vient d'être notamment labellisé Data Alliance, c'est-à-dire qu'on est reconnu comme un partenaire de confiance et d'excellence pour produire des données géographiques. Je vais avancer.
Et vous présenterez rapidement notre histoire. CarMap, en 2018, on a lancé le premier portail qui référence l'intégralité du patrimoine arboré sur l'ensemble de la France métropolitaine à partir des données de l'IGN, c'est-à-dire qu'on a fait la première cartographie homogène sur le territoire à une résolution de 20 cm. Ces données, elles ont été restituées sur une plateforme qui s'appelle nosvillesvertes.fr, qui est en accès libre et n'importe qui peut y accéder pour obtenir un aperçu de la cartographie et notamment d'indicateurs clés. Ça vous permet notamment de comparer la ville de Paris avec la ville de Saint-Omer, de Niort ou de Vitré à partir d'une donnée qui est du coup homogène. Suite en fait à la réalisation de ce portail, CarMap est devenu le partenaire des collectivités. On a réalisé de nombreux services de diagnostic auprès de collectivités de différentes tailles. Ça part des petites communes comme la commune de Limoges, de départements, la Dordogne, de métropoles plus importantes aussi comme Rennes ou Montpellier, et aussi même des régions. On travaille notamment sur la valorisation de données de la région Grand Est. Alors je vais vous présenter un peu un éventail de nos prestations. Voilà. Donc tout part de la mise en place d'un référentiel de données. Ce sont les données en fait de végétation à une échelle fine. Donc ces données en fait on va extraire à partir de photographies aériennes qui peuvent de 5 cm à 50 cm différentes strates, la strate arborée, arbustive ou herbacée. Et à partir de l'ensemble de ces données, on va pouvoir sortir un certain nombre d'indicateurs. Donc, prochaine slide. Voilà un exemple notamment de production qu'on a fait pour la ville de Sceaux. Prochaine slide. Et aussi pour des villes beaucoup plus importantes comme la ville de Paris. Et en fait, cette production de données, elle se fait notamment dans le temps. Et c'est grâce en fait à ce suivi dans le temps qu'on peut suivre et mettre en évidence des changements d'artificialisation des sols et donc de perte ou de gain de végétalisation. Prochaine série, s'il vous plaît. On va faire comme ça, je vais vous le dire à chaque fois. Est-ce qu'on peut aller même plus loin, sortir en fait de la vue 2D et de passer directement à des vues 3D pour directement intégrer la végétation dans des jumeaux numériques et considérer la végétation directement sous la forme d'un volume et avoir des estimations plus fines pour des estimations notamment de séquestration carbone et d'estimation de production de biomasse. Prochaine slide. Donc voilà. Tout ça sont regroupés dans un ensemble de services écosystémiques que l'on met à disposition à travers une plateforme ou sous la forme aussi d'un atlas. Prochaine slide. Tac. Un premier service que l'on apporte sur la base en fait de ce référentiel de végétation HD, ça va être la mise en évidence des continuités écologiques pour mettre en évidence les ruptures et les continuités de la trame verte et pour identifier les endroits où on va devoir revégétaliser le territoire en priorité. Donc j'ai mis un exemple, j'aimerais bien voir. Voilà, qu'on a réalisé pour le département de la Dordogne, où en fait on a dû simuler des pertes en fait de végétation et de voir en fait quel impact cela a sur les connectivités pour en fait le déplacement de populations animales. Ici c'est des faisceaux en fait de populations d'animaux. Voilà. Donc on voit bien avant et après. Ce qu'on peut faire aussi en termes de services, c'est là on a vu comment la végétation est perçue par le monde animal, mais aussi comment elle peut être vue par le citadin, et c'est ce qu'on appelle les indicateurs de végétation perçus. On ne va pas se baser sur des photographies aériennes, mais plutôt sur des photographies prises au sol, et on va en fait cartographier de manière automatique à partir d'outils d'apprentissage machine, où est-ce qu'on voit des arbres, où est-ce qu'on n'en voit pas. Et là on va retrouver tout le réseau routier, et en fait ce qui apparaît en rouge c'est les endroits, les rues en fait où il y a très peu de végétation, et plus c'est vert, plus en fait la végétation elle est apparente. Et ce qu'on remarque, donc là c'est sur la ville de Grenoble, mais on l'a fait sur de nombreuses villes, notamment sur la ville de Rennes ou la ville de Montpellier, c'est que des fois, quand on regarde une donnée à partir de photographies aériennes, on voit des quartiers qui sont très végétalisés, mais en fait, vus depuis la rue, ils ne sont très minéral, parce que finalement on représente des jardins privés qui sont enclavés dans des pâtés de maison, et donc il y a vraiment une différence entre ce qu'on va voir finalement du ciel et de la rue, et du coup on va du coup pouvoir travailler sur la perception en fait du végétal par le citadin. Donc c'est très important de pouvoir comparer ces deux types de données vues du dessus et vues de la route, quoi. Autre exemple,
ici, c'est un travail qu'on a réalisé avec la ville de Nice. C'est l'estimation de séquestration de CO2 sur l'ensemble de la ville. Cette estimation, elle peut être réalisée à l'échelle de la ville, mais aussi à des mailles plus faibles, comme le quartier, où ici, voilà, on a mis en place une maille hexagonale et on peut directement faire une estimation en fait, de séquestration. Je continue dans le panel en fait de services. À Kermap, on réalise aussi des données d'occupation des sols. C'est ce qu'on fait pour de nombreux prestataires, notamment, hop, si je passe à la prochaine slide, pour la métropole de Montpellier, où on a mis en place un mode d'occupation des sols, on va dire climat, c'est-à-dire qu'on va considérer la proportion du végétal, mais aussi la disposition des bâtiments et la proportion en fait de surface minérale sur les quartiers, pour en fait sortir différentes classes climatiques. Et ces données, on va pouvoir ensuite les mettre en corrélation avec des données finalement de température de surface pour identifier les îlots de chaleur et de fraîcheur. Ici, c'est un autre exemple d'une prestation qu'on a réalisée avec la ville de Troyes, où on voit en rouge des îlots de chaleur et en bleu des îlots de fraîcheur. Et ce qui est intéressant, donc sur la prochaine slide, s'il vous plaît, voilà, vous pouvez cliquer encore une fois. Voilà, c'est de voir finalement la relation entre l'occupation du sol et le gradient thermique en fait de la température des sols, où on voit que finalement une occupation du sol avec de grands ensembles va avoir un impact sur la température en fait élevée du sol, et notamment on va dire des quartiers plus en habitat individuel avec des jardins va pouvoir finalement mieux réguler ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Prochaine slide. Voilà, j'ai bientôt terminé. Donc ici, en fait, c'est pour vous dire qu'on travaille surtout, ce que je vais prendre à des échelles très fines, surtout des données qui sont issues de la plateforme novilleverte.fr, donc à partir de données aériennes à 50 cm ou 20 cm. On travaille aussi à des échelles en fait un peu plus larges, notamment pour faire du suivi d'artificialisation des sols à partir de données satellites, et avec en fait des temps de revisite qui vont être beaucoup plus importants. Notamment ici, on peut faire des suivis tous les mois pour visualiser notamment l'artificialisation des sols, et ce qui est très intéressant, notamment pour suivre l'évolution de chantiers ou de friches urbaines. Donc pour terminer, voilà, je voulais juste vous présenter la nouvelle version du site Noville Verte qui va sortir le 23 juin, donc c'est dans quelques jours maintenant. Les données vont être actualisées. Prochaine slide. Voilà, elles vont être actualisées avec des données issues toujours de l'IGN de 2019 à 2022. On pourra pouvoir faire une comparaison par rapport aux anciennes données qui ont 5 ans maintenant, voir où est-ce que la végétation a baissé ou augmenté. Et enfin, voilà, on traite de nouveaux indices. Vous aurez à avoir une estimation de séquestration carbone pour toutes les villes de France qui va être généralisée. Et aussi, on traitera les DOM, très important. C'est voilà, un territoire qu'on n'avait pas sur la première version et qui sera disponible voilà, d'ici la fin du mois. Un grand merci Antoine pour cette présentation au pas de course, mais néanmoins très claire. On retient une palette d'actions, une palette de collectivités avec laquelle vous travaillez, un nombre de paramètres intégrés impressionnant, y compris celui de la perception, et on l'a vu tout à l'heure, ça fait aussi beaucoup. Donc merci à nouveau pour cette présentation, et j'accueille maintenant le dernier intervenant, le représentant et fondateur de Mirsense, Moran. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, hop, tac, je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit une montre. Tout à fait. Voilà, un cimetière, un satellite, et voilà. Alors, on vous écoute pour 5 minutes. Merci pour votre accueil et merci de donner l'opportunité de présenter ce qu'on fait chez Mirsense. Mirsense est avant tout une société de plateforme d'intelligence environnementale, c'est-à-dire qu'on modélise de façon très précise des données de multipolluants de type air, de type pollen, de type bruit, météorologie, UV et bien d'autres éléments qui peuvent potentiellement impacter la santé et les enjeux de décision au niveau des villes mais aussi au niveau des bâtiments. Nous sommes labellisés Green Tech Innovation par le ministère de la Transition écologique. Est-ce que c'est tout bon? Non? Excusez-moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous voyez toujours mon écran ou pas? On voit votre visage, mais... Bon. Ah, alors du coup, il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est bon cette fois? Ça y est, c'est revenu. Là, il y a un écran, c'est pas le mien. Il y a quelqu'un d'autre qui partage autre chose, à mon avis. Alors, ce sont les aléas du direct, mais
Je vous laisse poursuivre, on va essayer de remettre ça. Du coup, mon écran n'est plus partagé, je retente. Est-ce que là, c'est bon? C'est chez vous. Et voilà, c'est bon pour nous. On voit parfaitement. Donc voilà, donc nous sommes labellisés Green Tech par le ministère de la Transition écologique et aussi bien sûr UGAP et bien d'autres types de labellisation pertinents pour les villes et les relations qu'on a aujourd'hui. On est essentiellement une combinaison de données satellitaires avec des résolutions qui descendent à 10 mètres par 10 mètres avec des outils de modélisation de cet environnement-là, combinés aussi avec éventuellement des vidéos, de la data au sol qui peuvent être proposées directement disponibles au sein des communes et des métropoles, mais aussi parfois dans certains cas déployées par un certain nombre de capteurs nécessaires à amener encore plus de résolution et de précision. Aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques cas assez simples et facilement compréhensibles. Par exemple, typiquement, nos outils permettent de créer l'historique de la donnée environnementale avec les risques que ça représente pour la santé en fonction des normes et des standards européens et français en particulier. Ça permet de faire du temps réel et bien sûr faire du forecast et la simulation en fonction des changements d'urbanisme. Donc là, typiquement, j'ai un cas très précis qui, à mon avis, parle à beaucoup de maires et de collectivités territoriales. J'ai 4 voies voitures, je veux essayer de revoir les aléas en passant par exemple à 2 voies voitures, 2 voies vélo. Est-ce que cela me permet réellement d'améliorer les enjeux de qualité d'air, les enjeux de qualité de bruit? Est-ce qu'on n'est pas en train de déporter finalement le problème en voulant résoudre à un certain endroit cette solution-là? Nos outils de simulation et de modélisation à travers notre plateforme permettent justement de donner les moyens de décider totalement sur ce type d'enjeu-là, avec des analyses avant, pendant, en fonction du nombre de trafic, en fonction des évolutions de la climatologie aussi pendant une année complète, pour avoir l'ensemble des saisonnalités associées. Donc ça permet derrière, après, de pouvoir faire des vrais choix d'urbanisme au sein de la ville. On va aussi pouvoir faire de la donnée en temps réel avec du forecast, avec la recommandation de faire de l'hyper-personnalisation finalement en lien entre l'environnement et les citoyens de nos collectivités pour pouvoir les amener vers des actions vertueuses en fonction de quel meilleur moment pour aller courir, quelle est la situation environnementale dans la ville, mais aussi finalement le fait de prendre un bus, comment vous contribuez en termes de CO2 à limiter l'impact environnemental au sein de votre collectivité et de finalement avoir des citoyens acteurs et non pas passifs des enjeux stratégiques du PCAET qui peuvent être poussés par les villes. Dernier exemple, et notamment, c'est sur tous les bâtiments de type public, aussi en termes de santé et de bien-être au travail, avec un certain nombre d'optimisations, de labellisation, mais aussi la capacité, typiquement sur tout ce qui est traitement de l'air à l'intérieur des bâtiments, en fonction de l'environnement extérieur, de comment modéliser, optimiser, avec aujourd'hui des optimisations qui peuvent descendre à plus de 20% de réduction de la consommation énergétique du bâtiment, rien qu'en comprenant mieux les enjeux environnementaux autour des différents bâtiments publics auxquels on peut être associé. Bien sûr, l'ensemble de nos documentations sont générées automatiques, permet de faire des audits, des rapports, de compléter les éléments du PCAET des entreprises, du moins des villes. Aujourd'hui, on est essentiellement déployé sur des villes comme Toulouse, sur la métropole de Lyon, Paris. On travaille beaucoup avec la DREAL aussi, par exemple, typiquement en Normandie. Beaucoup avec les enjeux du type ARS, médecine du travail de différents départements, comme celui du Cher, autour de Lille. On travaille beaucoup avec les bâtiments, on va dire, de tout ce qui est pour population dite sensible, tout ce qui est EHPAD, école, justement pour pouvoir trouver et optimiser les enjeux autour de l'environnement, que ce soit essentiellement air et bruit en particulier. Voilà en quelques mots ce qu'on fait chez MirSense. On vous donne les moyens finalement de prendre des décisions plus saines en comprenant mieux et en rendant plus visible l'invisible autour de l'environnement et des enjeux normatifs de notre pays. Voilà en quelques mots ce qu'on souhaitait vous dire chez MirSense. Merci. Merci à vous, merci. Très belle phrase de conclusion que je vais piquer, rendre visible l'invisible de l'environnement. Je retiens finalement que c'était un peu l'objet de nos travaux ce matin, essayer de voir dans quelle mesure les données peuvent aider à mieux connaître nos territoires et donc à ajuster nos politiques publiques aussi bien localement que nationalement pour nous à l'échelle de la Banque des Territoires. Encore merci à vous Morane, merci. Un grand merci à tous les intervenants de ce matin.
Je signale à ceux qui nous suivent en distance que donc la publication qui retrace les travaux menés dans le cadre de cette AMI est accessible sur le site internet de la Banque des Territoires et on a mis le lien dans le chat. Je remercie à nouveau tout le monde et puis pour ceux qui sont avec moi dans la salle, j'invite tout le monde à venir prendre un café et on poursuivra ensuite nos travaux autour d'ateliers participatifs plus restreint pour aller encore plus loin sur ces questions. À nouveau, un grand merci au Hub des Territoires de nous avoir accueillis et très bonne journée à tous. Au revoir.